Bonjour, je me présente, Sylvain Potvin. Moi, je suis un coach d'encadrement personnel et professionnel. Je suis un expert en neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est quoi? C'est la mécanique par laquelle ton cerveau passe lorsqu'il est en train d'apprendre une nouvelle compétence ou une nouvelle habileté. On est rendu à l'ère du monde Internet, mais sache une chose. Pour moi, l'humain, dans le monde de la performance, a toujours son importance. C'est pour ça qu'il est important pour moi ce matin de prendre un instant, de me présenter à toi. Je dis ce matin parce que cette vidéo-là est tournée ce matin. Et quand toi, tu vas la regarder, je ne sais pas ce qu'on va être dans le monde à ce moment-là. Mais une chose que je sais pertinemment, par contre, c'est que peut-être que la suite de cette vidéo-là peut te rendre service. Je vais vous introduire mon invité aujourd'hui. Je vais vous l'introduire, puis on y va comme tu le sens, dans le sens que un jour, on est au mois d'octobre 2014. Je suis dans mon bureau, il est 7h35, 19h35. Un homme rentre dans mon bureau de l'école du vélo à l'époque. Salut, je veux me faire entraîner par toi. OK, t'es qui toi? Ben, moi, je suis Danny Morin. Ouais, OK. Et quoi d'autre? Je t'entraîne pourquoi? On est en 2014. Ben, il me dit, c'est pas compliqué. Il dit, en 2017, il y a des championnats du monde à Rock Hill aux États-Unis. Puis, c'est toi qui vas m'entraîner pour me rendre là. OK. C'est quoi ta discipline de cyclisme? Il dit BMX. Excuse, parce que, oui, c'est marqué école du vélo à l'entrée, mais c'est parce que je connais rien au BMX, hein? Tu te rappelles? Tu te rappelles-tu ce que tu m'as dit cette journée-là? L'histoire de Bouchard, là. Ce que j'avais vu à Salut Bonjour, c'est ça? Ouais. OK, on y va dans le sens suivant. Moi, j'ai un gars en avant de moi. Premièrement, j'avais choisi Sylvain parce que c'est la seule personne dans toutes les écoles de vélo qui m'avait répondu au téléphone. Puis même, c'était comme je me souviens plus son nom, là. Excuse, ma mémoire fait défaut, là. Marie-Ève qui m'avait répondu. Puis elle était super intéressée. Fait que j'ai dit, c'est eux autres qui ont répondu au téléphone, puis c'est eux autres qui m'ont... fait que c'est avec eux autres que je vais faire affaire. Fait que... Mais moi, je te connaissais pas, puis Marie-Ève ne m'avait pas parlé de toi à l'époque. Tu rentres dans mon bureau, tu te rappelles de cette conversation-là, hein? Ça a duré quoi, 2 minutes? Puis là, je t'ai dit, ben, je connais rien au BMX, moi, hein? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Ben, c'est quand je t'ai vu à Salut Bonjour, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Fait que j'ai dit, je t'ai vu à Salut Bonjour avec Marcel, puis j'ai dit, t'as fait 94 km/h sur ton rouleau, là? Ben, je suis venu ici pour te battre. Fait que, il me semble que c'est une affaire comme ça, là. C'était carrément ça. Ouais. Puis c'est là que tu m'avais parlé de ton projet pour aller au championnat du monde. On est en octobre 2014. Puis tu vois, aujourd'hui, on est en octobre 2020. Toi, tu as vu mes tempêtes, tu as vu mes choses. Tu m'as fait confiance. On est allé au championnat du monde 2017. Malheureusement, une chute nous donnera jamais le résultat final, mais tu sais ce que moi j'en pense de cette course-là. On a eu des entrevues, toi puis moi, qui ont circulé sur la chaîne YouTube dans l'humain, dans le monde de la performance. Puis ce qui est le fun, tu te rappelles, hein, quand à un moment donné, on commençait à élaborer le projet Niftop, hein, Puis c'est combien de fois tu m'as dit qu'il y avait un énorme parallèle entre le monde du sport et la façon dont j'approchais les choses et le monde des affaires. Puis tu vois, aujourd'hui, ça te fait quoi d'entendre les commentaires des gens qui sont là? Parce que, tu sais, comme toi et moi, on est resté en contact Facebook, mais la chose, elle a évolué. Parce que toi, tu m'as inspiré beaucoup là-dessus. Hein? Fait que, à ma façon, je voulais essayer de t'introduire peut-être avec maladresse comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, je suis pas une personne qui aime... Quand je suis dans mon sport, c'est sûr, je suis une personne qui... Je suis très, très performant, là. Moins en vieillissant. Aujourd'hui, j'ai 52 ans.
Mais puis aussi, beaucoup de commotions cérébrales font que je suis un petit peu moins motivé qu'avant. Aujourd'hui, je fais plus du sport pour le fun. C'est ce que j'ai appris avec le temps parce que moi le sport, c'est un peu ce qui m'a sauvé la vie. Conte-nous donc ton histoire de sportif, justement. Tu as commencé à faire du sport avec quel âge? Ben, du sport, je veux dire, d'après moi, je suis venu au monde en faisant du sport, là, mais à partir de 12 ans, c'est là où j'ai connu le BMX. Là. Ben moi, en fin de compte, tout ce qui était sport sauté extrême, ça m'attirait. Mais le BMX, quand ça s'est sorti, j'ai vu ça pas loin de chez nous. Puis j'avais un de mes amis qui s'était acheté un BMX. Puis il y avait une rampe chez Sport Laurentien. Puis on faisait de la rampe du quadrupipe, là, en fin de compte. Là. Puis c'est là que j'ai commencé après une demi-journée, je faisais déjà de la rampe. Là. Fait que, puis du vélo, tu sais, je faisais du 10 vitesses dans le temps, 10 vitesses, et non du vélo de route, du 10 vitesses. Fait que, puis tu sais, moi, mon père m'avait acheté un genre de vélo motocross avec une tangue en plastique, puis je m'étais fait des jumps un peu à la Evel Knievel, là. Fait que, puis moi, mon trip, c'était toujours de sauter plus loin, plus haut. Fait que, tu sais, mon père, juste pour vous dire, le vélo, il l'a soudé 8 fois, là. Fait que ça m'attirait. Fait que là, le BMX, c'est là que ça a commencé. Je venais juste de m'acheter mon premier radio cassette. Là, puis en fin de compte, pour acheter mon premier BMX, un Redline 501, j'ai vendu la moitié de ma chambre pour pouvoir l'avoir. Là. Fait que puis là, ben, c'est là que le BMX a commencé. Puis donne-nous donc un petit peu, ouais, c'est ça. Donne-nous un peu ton pedigree de coureur. Parce que tu es allé au championnat du monde à quel âge? J'avais 49 ans. C'est ça? Non? Oui. Oui, c'est ça. Un jour, j'avais 49. Oui, ben c'est ça, j'avais 49 ans. Ah oui? Oui, oui. Mais... Oui, puis j'ai coursé le jour de ma fête en plus, 25 juillet, fait que, ouais. Mais hey, monde de coureur, moi je course depuis l'âge de 12 ans. 12 ans en BMX, 12 ans, 13 ans. Première année, première course, c'est pas compliqué. Quand mon père est venu me reconduire, la course était déjà finie. Fait que déception totale d'un enfant de 12 ans qui a acheté son premier BMX puis qui arrive à une course puis en fin de compte, il n'aura pas de course parce que ton père t'a amené en retard. Puis moi, ben relation avec mon père, c'est ça, ça n'a pas toujours été facile, sans vouloir le dénigrer, parce qu'aujourd'hui, j'ai lâché prise, puis j'y ai pardonné au camp de base de l'Everest. Puis ça a été un grand poids qui met une tonne de briques qui s'est enlevé sur mes épaules, là, le pardon. Là. C'est sûr qu'il y a encore le disque dur, quand il est gravé tellement creux, m'a donné, t'as bien beau pardonner, là, mais je pense que ça reste quand même tout le temps. Mais j'en parle plus en négatif, puis j'ai moins de rage et de hargne. Puis ça, Sylvain s'en est aperçu quand j'y ai pardonné sur l'Everest, parce que quand je suis revenu de là, j'avais changé. J'étais moins agressif sur mon vélo, moins agressif aux courses, moins de hargne. Il s'en est aperçu tout de suite, ça. Puis même, je suis content que tu en parles parce qu'on va faire du pouce là-dessus. Ça, c'était suite à la période de repos que je t'avais imposée. Hein, à un moment donné, je t'avais dit, parce que si tu veux mettre les gens un peu dans le contexte, bon, tu es un coureur d'expérience, tu es multiple champion québécois, multiple champion canadien. On commence à travailler ensemble. Je fais ton bilan à savoir c'est quoi qu'il faut qu'on travaille. Et quand je vais constater que tu fais 5000 km d'entraînement intérieur, j'aimerais que tu nous parles de ton passage d'expérience. Qu'est-ce qui t'a amené justement à aller au pied de cette fameuse montagne-là dont tu parles? Ben, nous autres, ça a commencé, en fin de compte, c'est un peu Josée. Hein? Josée, elle, avouait... c'était qui donc, Josée, qui est allé faire le Kilimanjaro? Mario Jean. Mario Jean.
Fait que José, Mario-Jean, José, quand même grande sportive quand il était jeune, mais avec les enfants, tout ça, à un moment donné, elle s'est mise un petit peu à se négliger elle-même pour les enfants. Fait que là, à un moment donné, elle voit Mario-Jean qui monte le Kilimanjaro, puis elle dit, moi, elle dit, si Mario-Jean était capable de monter, elle dit, je suis capable de le faire. Puis moi, José, faire de la montagne, aller en canot ou dans le bois. Moi, je suis un gars de bois. On a été élevés dans le bois, moi et ma soeur. Fait que c'était où aller marcher, mais marcher en ville, marcher ces plaines d'Abraham. Elle aimait ça quand même un peu, mais pas tant. Elle aimait mieux, comme on dit, aller sur la plage qu'aller en montagne ou autre. Fait que là, c'était un peu son premier défi, elle aussi. Fait que là, ça a commencé un peu comme le Kilimanjaro. Fait que là, on n'a pas fini le Kilimanjaro, on entend parler du Népal. Fait que là, on book déjà un voyage au Népal. Fait que tu sais, fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Première. Là où ce que je voudrais t'amener, excuse-moi de te couper, Danny. Oh, il n'y a pas trop. Je suis Quand on a commencé. Ouais, non, puis c'est correct. Quand on a commencé à travailler ensemble, est-ce que tu aurais cru possible d'aller faire ces montagnes-là? C'est parce que je t'amène sur le terrain suivant, c'est que, tu sais, une des choses qu'on a eu à travailler, toi puis moi, c'est le repos. Et tu faisais 5000 km par année. J'ai coupé ton entraînement de 50%. Puis je le dis souvent à des étudiants qui sont avec nous là, présentement, c'est normal. Quand je ralentis le monde par rapport à certaines choses de progression, hein, les gens veulent aller trop vite, trop loin, et que tu ne m'aimais pas tous les premières fois, je te disais de te reposer. Hein? Ah non, est-ce que tu connais rien là-dedans, toi? Répète ça pour les Européens qui n'ont pas nécessairement tout compris ce que tu viens de dire. Je disais, si tu connais rien là-dedans, toi. En fin de compte, tu connais rien là-dedans. Là, voyons, je ne peux pas me reposer. Il faut que je pédale. Là. Je dis, le pire, comment je pourrais dire ça? Pas le défaut, mais c'est un cercle vicieux. Hein. Plus que tu t'entraînes, plus tu veux t'entraîner parce que plus que tu te sens en forme. Puis le jour où ce que tu te dois d'avoir un repos, tu dis, ben là, si je me repose, ben là, je vais perdre ce que j'ai acquis. Fait que là, ben tu te reposes pas, mais en fin de compte, c'est un repos actif. Fait que là, au lieu de t'asseoir dans le divan ou de rien faire cette journée-là, ben tu vas aller faire du vélo, mais du vélo plus mollo. Mais tu sais, au bout de la ligne, c'est tu pédales tout le temps, là. Fait que moi, c'est un peu ça. Moi, c'était de la musculation 4 à 5 fois par semaine, plus le vélo. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, je m'entraînais pratiquement sur des périodes de 21 à 22 jours, 7 jours sur 7. Après ça, dans le temps, je me donnais 2 jours de congé. Puis même ces 2 jours de congé-là, j'allais faire du vélo. Fait que, mais plus mollo. Fait que moi, j'arrive puis que je m'entraîne, puis là, Sylvain, il dit, là, tu vas te reposer, tu vas rouler moins. Non, c'est parce que là, c'est pas de quoi tu parles là, dans ta tête. Là. Mais tu sais, moi, quand j'ai toujours eu des entraîneurs, je les ai toujours écoutés, mais sans toujours accepter ce qu'ils me disaient de faire. Là. Mais je le faisais quand même, puis peut-être des fois, je trichais. Fait que, mais ça, ce qu'ils savent pas, ça fait pas mal. T'es-tu en train de me dire que tu as triché? T'es-tu en train de me dire que tu as triché pendant que j'étais... Peut-être des fois, oui. Mais pareil, c'est pas grave. J'ai changé quand même. J'ai quand même coupé de moitié mes entraînements pour avoir... Ce que je me suis aperçu avec le temps, c'est que je commençais en Lyon, mais je finissais souvent en mouton. Mais cette année, depuis que j'étais avec Sylvain, bien, je commençais en Lyon, puis j'ai fini en Lyon. T'sais, juste pour vous dire, en BMX, je coursais dans 3 classes, dont 30 ans expert 20 pouces, 30 ans expert 24 pouces. Puis en plus, je courais senior élite avec des jeunes de 16 ans. À l'époque, il faut rappeler qu'à l'époque, même si tu courais avec les gars de 30 ans, toi, tu as 47 ans. Là. 47, 49 ans, tu es en préparation pour les championnats. Oui, c'est ça. Puis quand je coursais senior élite, je coursais contre des gars de 16, 17, 18 ans, 20 ans. Je répète le père. Là. Fait que moi, je faisais 12 à 13 courses par jour. Versus la majorité qui je courais, ils faisaient 4 courses par jour. Fait que je faisais des podiums dans les 3 disciplines. Fait que... mais c'est ça. Le fait d'avoir intégré une pause dans ta vie,
t'a permis, t'as toujours eu une belle harmonie de couple dans ta famille, mais ça t'a permis en même temps, puis ça, on était à l'été 2017, non, à l'été 2015-16, hein, quand tu es allé faire le Kilimanjaro la première fois. Quand à un moment donné, Ouais, je en t'avais dit 15. là, tu coupes le vélo pendant tant de temps Ouais. et que tu te posais la question quoi faire, hein? Et Et que oui. là, On est tombé. parle-nous de ça. Vas-y, c'est là que je veux aller. Quand tu es habitué de t'entraîner toute ta vie, du jour au lendemain, tu te ramasses que tu fais rien. C'est chiant, ça. C'est plate, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis habitué de faire ça. C'était une discipline de vie, c'était une discipline que je suis encore en vie aussi, là. Fait que, Puis, à ce moment-là, c'est là que José te parle du projet, hein? Parce qu'à un moment donné, toi, tu virais en rond dans la maison. oui. Oui, mais là, elle m'amène le projet, fait que là, on a le plus de sorties en montagne ensemble. C'est sûr que j'ai passé plus de temps avec Joe, là. Fait que, nous autres, ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Fait que, puis, tu sais, j'ai quand même négligé beaucoup ma famille pour mon sport, puis pour mes performances, plutôt. Fait que, mais moi, mes performances, mon sport, le vélo, c'était beaucoup, j'ai réglé 95% de mes problèmes familiaux, travail, personnel, assis sur mon vélo. Là, moi, c'était mon psychologue. Là. C'était vraiment mon psychologue, là, mon échappatoire. Puis de me ramasser tout seul, j'ai besoin d'être tout seul, j'ai besoin d'avoir des petits moments de solitude à moi. Là. Fait que, mais c'est ça, mais à partir de ce moment-là, puis moi, j'ai suivi mon cours d'alpinisme là, en 95. Fait que, tu sais, moi, c'était juste, hey, ma blonde, enfin, elle aime la montagne, puis on va aller faire des sommets, puis là, je trippais raide, moi, là, parce que moi, c'était quand même un rêve depuis 95 et même avant ça, là, quasiment de jeunesse, là, que je rêvais de faire. J'avais suivi mes cours là, d'escalade puis d'alpinisme un peu pour aller faire des montagnes, mais là, les enfants étaient là, puis à un moment donné, il faut que tu choisisses aussi. Là, fait que, Ouais, mais toi, on sait bien, c'est facile. Ta femme, elle restait à la maison, elle s'occupait des enfants. Fait que toi, tu pouvais t'entraîner comme tu voulais. Tu n'avais pas trop de problèmes et de défis dans ta vie à part t'entraîner. ouais. Mais là, je sais qu'elle a été amenée de l'entendre, mais j'ai une 5. OK. Ouais. J'ai vraiment une 5 comme blonde, là, qu'elle soit encore là aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est parce que je n'étais jamais là. J'étais très égoïste de moi-même, là. Très égoïste de mes performances. Là. Tu sais, même si José me disait, Danny, il n'y a pas de vélo, je trouvais un moyen. Je me levais à 3 heures du matin. Elle me disait, tu ne irais pas faire ton vélo tant que les enfants sont pas couchés. Je partais en vélo, à 8 heures le soir, j'en revenais à minuit. Ou sinon, je partais à 3 heures du matin parce que je n'avais pas eu la chance de faire la veille. Ou si j'avais, je suivais ma cédule, moi, c'était cédule, j'étais très, très assidu et très discipliné là, sur ma nourriture, sur mes couchers, des parties. Moi, j'étais toujours le chauffeur désigné. Là. J'ai été 8 ans sans prendre une goutte de boisson, là, à bien manger, à me coucher à telle heure. Je veux dire, même si j'étais un athlète, je n'étais pas un athlète professionnel ou olympien, je vivais la même chose que si j'étais ça. Là. Mais c'est sûr que j'avais les résultats au bout de la ligne. Là. Mais à quel prix? ma famille en a, c'est ça, ma famille en a souffert. Là. C'est là où je t'invite à nous en parler parce que, comme tu as pu le voir dans le panel aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas tous des cyclistes. On a un cycliste avec nous et ce sont tous des gens, hommes et femmes, qui sont dans le monde des affaires et qui veulent, à quelque part, faire une certaine performance. Donne-moi ta définition aujourd'hui du mot performance. Et là, des fois, tu me poses des questions, des fois, c'est au-delà. Là. Faites-en pas. Tout le monde qui a suivi la méthode Lift-Up ont toutes la même réaction que toi. Ils sont toutes normales. Ouais, mais ça, j'ai toujours trouvé ça fatigant. Là, quand il, à la fin de nos entraînements, il me disait « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » La performance, c'est sûr, peu importe où ce que tu veux aller dans la vie, si tu n'es pas performant, tu ne l'atteindras pas. Là. Je veux dire, que
que tu aies une entreprise, si tu ne mets pas un peu de performance, ton entreprise elle va flopper, c'est sûr. Faut que tu mettes du tien, faut que tu mettes de ton énergie, faut que tu sois... Moi, j'ai toujours élevé mes enfants, peu importe ce que vous faites, ce que vous n'aimiez pas ça ou vous aimez ça, il faut que tu le réalises, puis qu'il faut que quand tu arrives à la maison, que tu sois fier de ce que tu as accompli, puis que le travail soit accompli aussi, si tu le fais ou tu le fais pas. La performance, c'est un peu ça. Si tu veux être performant, il faut que tu accomplisses tes choses de la bonne façon et bien aussi. Là. Tu ne peux pas être à la moitié de ce que tu fais dans la vie, là, parce que toute ta vie, ça va être rien qu'à la moitié. C'est toujours finir ce que tu commences aussi. Tu me permets-tu de... Ben oui, tu peux me couper. Là. OK. Moi, j'ai toujours mentionné que tu étais un champion même en dehors du vélo, de par justement, la durabilité, la longévité de ta vie de couple, ta vie de famille, ton travail, ton développement personnel, puis ton cercle social. Mais là, j'aimerais qu'on parle un petit peu du volet familial. Es-tu à l'aise? Oh oui. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce qui se passe à ta première ascension de montagne? T'es-tu allé là juste avec ta blonde? C'est quoi cette... Avec les enfants. OK, conte-moi donc le contexte. Tu fais par exprès, là? Hein? J'étais avec toi. J'étais avec toi, OK? C'est pour ça que je t'ai posé la question si tu voulais qu'on aille là. Tu le sens, si tu le sens, si tu le sens pas, on le fait. Oh oui, mais... juste pour la majorité des gens, quand je parle de multiples commotions, moi j'ai au-dessus de 16 commotions depuis l'âge de 14 ans, puis ça, c'est des répertoriés. Fait que là, à 52 ans, je me trouve chanceux d'être encore fonctionnel. Mais c'est surtout que moi, je suis tombé dans l'émotivité. Fait que là, je suis plus émotif qu'avant. Moi, je suis chanceux parce que je suis pas tombé dans l'agressivité, parce que les commotions cérébrales, c'est soit tu tombes dans l'agressivité ou dans l'émotivité. Là, je suis tombé dans l'émotivité. Fait que là, c'est sûr que quand on parle, Anthony, aujourd'hui, il a 23 ans, mais un peu... en premier, c'est une montagne qu'on devait monter juste moi puis José et moi. Mais que là, José a dit pourquoi qu'on n'invite pas les enfants. Fait que... Puis en même temps, on allait faire un safari. Fait que, puis on savait bien que nous autres, les enfants, ils ont toujours suivi partout. Puis on trouvait l'idée aussi, puis je trouvais l'idée super parce qu'on faisait, on a fait plein d'affaires en famille, mais là, on allait faire quelque chose pour José, mais on allait le faire aussi en famille. Fait que... Peux-tu nous conter le contexte, justement? Comment ça se passe? Parce que là, toi, tu as tout le temps fait du vélo. Suite à différentes choses qu'on fait, je t'ai comme donné une coupure obligatoire. Mais je t'ai dit, fais n'importe quoi d'autre que du vélo parce que, bon, on avait des choses à placer. Premièrement, tu as 2 garçons. Quand tu vas aller faire ta première montagne, il y a des choses qui vont se passer dans cette montagne-là, je pense. Hein? Je te laisse aller. Oui, ben tu sais, en fin de compte, là, on faisait un défi un peu pour José, mais en même temps en famille. Mais moi, je m'étais dit au pied de la montagne que ce défi-là, c'était pas à moi, c'était celui-là. C'est celui-là de José, puis aussi de notre fils Anthony, qui à l'âge de 2 mois, manquait d'oxygène, puis qu'on s'était dit, on allait y faire un peu comprendre c'est quoi manquer d'oxygène. Parce que le Kilimanjaro, on monte en altitude, puis plus que tu montes, ben, plus que ton taux d'oxygène est moindre. Juste pour mettre en contexte, quand on est au pied de la montagne, à ce moment-là, Tony, a quel âge? C'était sa fête? En tout, il allait avoir 18 ans sur la montagne. OK. Puis, puis suite à cette avarie-là qui est arrivée quand il était enfant, est-ce qu'il est sorti de là sans séquelles ou ton fils est sorti de là très jeune avec quelques séquelles? Donne-nous le profil, s'il te plaît.
Anthony a manqué d'oxygène il y avait 2 mois. Il a été diagnostiqué épileptique quadraplégique, légumes profonds. Aujourd'hui, Anthony, oui, il y a eu quelques séquelles. Mais aujourd'hui, quand il a décidé, parce qu'on l'a fait débrancher en fin de compte, parce que tu respires où tu t'en vas, parce que même les médecins nous avaient conseillé de le faire débrancher parce qu'il n'y avait plus aucune électricité au niveau du cerveau, en fin de compte. Un peu comme je vous ai dit, hein, épileptique quadraplégique, légumes profonds, c'est qu'il est couché dans un lit, puis il regarde le plafond, puis il ne sait même pas. Fait que nous autres, on avait décidé que s'il n'était pas pour avoir une vie normale, puis qu'il n'avait même pas eu connaissance. La vie normale, nous autres, c'est capable de marcher, pleurer, avoir des sentiments. Tu sais, si tu es pas capable d'avoir ça, puis tu regardes le châssis, puis tu es pas capable de différencier la pluie du beau temps, je veux dire, on est, en tant que parent, on l'aimait assez pour dire que je pense qu'il va peut-être être mieux au ciel que sur la terre. Fait qu'on le fait débrancher. Fait que, en fin de compte, on le débranche. On le baptise avant, après ça, on le débranche. Puis là, il se met à respirer. Bon, parfait. Fait que moi, quand il s'est mis à respirer, j'ai dit bienvenue dans le grand monde, dans le grand, mais je te dis tout de suite, tu l'auras pas facile. Là, tu t'es occupé de lui, on a fait sa vie. Et lui, José s'est occupé de lui. OK. Il est avec toi quand tu es allé faire le Kilimanjaro, tu me dis. Oui. On était tous ensemble, en fin de compte. Mais tu l'avais sur ton dos, il était en chaise roulante? Non, il marche. Là, il était dans un lit, là. OK. Oui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, je dis, quand je vous ai dit tantôt, tu l'auras pas facile, ben c'est ça. C'était beaucoup de jugement de moi et José, mais aujourd'hui, il marche, puis il est fonctionnel, il travaille pour nous autres. Puis, je dis, c'est un employé exemplaire. Là. Il fait du BMX, il fait du vélo montagne, il marche, il court, il pleure, il rit, il est capable de donner ses émotions, il est capable de parler, il est capable de nous sortir, il est capable de nous en tirer des capables, là, des fois. Fait que, parle-nous maintenant de ton ascension, la journée de sa fête. Oui, c'est ça. Fait que là, moi, en fin de compte, là, toute ma vie de sportif, mes enfants puis ma blonde, ils se sont sacrifiés pour moi. Fait que là, moi, cette journée-là, quand on a commencé l'ascension, j'ai dit, je me sacrifie pour ma famille. Je dis, moi, que je monte pas, je m'en fous. Mais vous autres, c'est votre défi. Fait que je vais tout faire pour que vous le réalisiez. Fait que après 3 jours, deuxième journée à 3300 mètres, moi je suis malade. Puis les hautes montagnes puis l'altitude, là, dites-vous pas parce que vous êtes en forme puis que vous êtes un athlète olympique que ça va être facile. Au contraire, c'est dangereux pour nous autres parce que notre seuil à la tolérance à la douleur et à la souffrance est 10 fois plus élevé qu'une personne normale. Fait que nous autres, si on vit un mal de tête aussi, ben on va essayer de le combattre parce qu'on est habitué de faire ça, mais au contraire, ça devient dangereux pour nous autres. Fait que moi, je marchais pas en avant, je marchais en arrière, puis comme on dit, j'aidais les gens, soit pack-sac ou marcher aussi, ou ça. Mais au bout de la ligne, je me suis sacrifié aussi pour les autres. Hein. En montagne, malheureusement, en altitude, il faut que tu sois très égoïste parce que tu peux te tuer à l'ouvrage. Puis, fait que moi, à 3300 mètres, je suis malade comme un chien, puis je dis à Jo, je suis plus capable. J'ai mal à la tête, j'ai le goût de vomir, c'est atroce. Là. Fait que là, en fin de compte, c'est que José me donne du Diamox, puis là, je me couche avec ça, je mange pas, je suis pas, puis fait que, puis là, le lendemain, je me réveille, je me réveille, puis je suis quand même bien. Fait que, on va continuer, puis on continue bien. Fait que, on continue notre ascension, ça va super bien. Journée, comme on dit, dernière journée, c'est là où on fait le sommet. On part, il est 11 h le soir. Puis moi, je suis. Je laisse José puis William partir. Puis moi, je suis Anthony. Fait que
Anthony, après une heure et demie, Anthony, il a de la misère à respirer. Il est fatigué, c'est sûr. Tout le monde est fatigué. Tu es en manque d'oxygène. Là, fait qu'on est peut-être à 5000 mètres. Là. Fait que là, je prends son pack-sac. Fait que là, j'ai mon pack-sac, son pack-sac. Puis là, papa, je pourrais me respirer. Puis là, le gros problème, c'est qu'Anthony, il respirait pas par la bouche, il respirait par le nez. Fait que là, on explique qu'il faut qu'il respire par la bouche, c'est ça. Fait que là, quand Anthony pleure, on réconforte, let's go, Anto, on lâche pas. Là, il y avait un running gag dans nous autres, c'était les clés à Alain, puis il y avait de la pizza au sommet. Fait que là, let's go, il va y avoir de la pizza au sommet, puis on va. Après ça, je dis ça va bien aller, tout ça. Fait que là, après ça, Anthony continue à marcher, mais là, Anthony arrête de pleurer. Là, c'est moi qui pleure en arrière. Fait que là, à chaque heure, on arrêtait 10 minutes. Fait que là, à chaque heure, là, on arrête. Là, Anthony, ça va mieux, mais ça a été de même tout le long. Là. Ça a été de même jusqu'à. Quelle heure quand on est arrivé en haut? Je était 7 h le matin. 7h15 le matin quand on est arrivé au sommet. Mais à chaque fois qu'on arrêtait, là, William, il pleurait parce qu'il avait les mains gelées. Fait que là, je donnais mes gants. José, elle me donnait la photo de sa mère. Puis elle dit, Danny, tu mettras la photo de ma mère. Je dis non, Jo, je dis, tu vas mettre la photo de ta mère. Puis, fait que, ça a été très émotif et très éprouvant pour moi parce que c'est ça. Je me suis sacrifié pour ma famille. Puis j'ai été tout le long avec Anto pour pouvoir le supporter. Puis je vous le dis, je serais mort pour qu'il réussisse. Fait que ça a été une des plus dures ascensions que j'ai faites. Là, puis c'était... Puis, émotionnellement, là, c'est... Ouais. Mais aujourd'hui, on a fait d'autres après. Après ça, on est allé faire le camp de base d'Everest 2 fois, puis Kalapatar, puis d'autres. Là. Fait que c'est... Moi, c'est le plus beau cadeau de la vie qu'il m'a donné. Il n'y a rien qui remplace ça. Puis, de ce que tu me contais l'autre fois, il a fait ses cours même, là, il est rendu chef alpiniste, je pense, hein, de la façon dont tu m'en parlais. Il a suivi son niveau 1 en montagne. Là. Fait que, c'est sûr qu'après ça, il y a niveau 2, niveau 3, mais là, ça devient un petit peu plus complexe parce que là, il faut que tu retiennes tes nœuds pis ça. Mais c'est déjà là qu'il a accompli son niveau 1 en montagne 1, il fait un petit peu l'escalade de glace. Il a commencé l'année passée avec moi. Puis, fait que, Anthony fait du BMX. C'est un très bon coureur en BMX. Fait que... du vélo de montagne aussi. J'ai coursé contre mon fils Anthony. J'ai coursé contre mes deux gars. Fait que, les as-tu laissé gagner ou t'as gardé l'orgueil du papa? J'ai jamais laissé gagner mes gars pour le fun de gagner. Quand tu vas gagner, tu vas le mériter. C'est pas parce que je t'ai laissé gagner. Je suis content que tu parles de ça parce que tu te rappelles-tu la première course de vélo de route que je t'ai fait faire? Hein? Parce que quand on roulait et qu'on s'entraînait ensemble, toi, tu étais un champion dans le BMX, mais la défaite, tu connaissais pas beaucoup ça, toi, hein? Non, pas vraiment, parce que, tu sais, juste pour un peu vous mettre en contexte, première course de vélo de montagne en 99 ou 2000, je finis 36e au Québec, puis l'année suivante, je suis dans les 3 premiers au Québec. Juste pour vous dire que moi... Puis là, je te ramène en 2015. La première été, tu sais, quand on courait ensemble, pour justement aller comprendre la défaite, hein, parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas eu de défaite dans ta vie. Tu te rappelles-tu quand je t'ai dit, hey, on fait une course de route ensemble? Ouais, moi, dans ma tête, c'était facile. Vas-y, parle-nous de ça. Que ça a duré 20 minutes. Même pas. J'ai même pas fait un tour. T'as fait? Hein?
Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça se passait? Compte-moi ça. Je sais pas, moi, Non, j'étais pas là, hey, j'étais en avant. c'est pas mal plus technique qu'on pense, là. Je veux dire. Ouais, mais pourtant, toi, t'es multiple champion. Puis comment ça que je t'ai sorti de même les deux doigts dans le nez? Chaque sport est différent. OK, mais pourtant, t'es un champion qui connaissait juste la victoire. Qu'est-ce qui a fait que t'as fait une course de vélo 20 minutes? C'est quoi cette affaire-là? On faisait un 100 km. Ouais, t'as fait 20 minutes. C'est quoi? Ben, c'est la technique du vélo de route. Je me suis mis à faire l'élastique en arrière, puis je me suis mis à brûler de l'énergie sans cesse. Fait que c'est pas... Oui. Fait que ben, c'est ça. Je me suis fait larguer, puis c'est pas compliqué, là. À un moment donné, ça s'est mis à rouler à 60 km/h, là, oublie ça. Là. J'ai essayé de rattraper, puis c'est impossible. C'est impossible. Non. Non, c'est un autre monde. Là. Vraiment un autre monde. Là. C'est... Oh, oui, c'était la première fois que tu vivais une grosse défaite de même depuis longtemps, je pense. Hein? Oh, oui, c'est un bon coup de pelle. Là. Vraiment un bon coup de pelle. Qu'est-ce que ça t'a... Mais on apprend nos erreurs. Hein, après ça, on apprend nos erreurs. Tu sais, souvent, dans nos entraînements, hein, j'étais habitué... Tu sais, dans le vélo de route ou autre, j'ai toujours été la locomotive en avant. J'ai toujours traîné tout le monde. Puis ça, Sylvain, durant nos entraînements, il me l'a fait voir. Que quand c'était le temps de sprinter ou bien d'attaquer, c'est sûr, j'avais plus de jus. J'avais tiré tout le monde. Tu sais que je te relance publiquement, mais la première fois que tu es venu au bureau, c'était pour me battre. Tu l'as pas fait encore. Ouais. Non. Mais là, on peut y aller, par exemple. Là. Ah, je serais peut-être encore preneur. C'est sûr que la forme est moins là. Ça serait peut-être une chance pour toi. Là. Oui, mais tu sais, t'es beau là, me narguer, toi, en vélo de route, là, mais t'es jamais venu en BMX ou en vélo de montagne. Hein? Effectivement. Jamais. C'est ça. Tu pourrais venir en vélo de montagne. Là. Moi aussi, je pourrais t'écœurer un petit peu. En BMX. Là. Ouais, non, ça c'est... Mais c'est ça. J'ai appris aussi que tu peux pas toujours être le coq en avant, que même si tu es un coq, ben apprends à te faire aider, apprends aussi à aller te reposer en arrière là, pour être plus fort dans le moment opportun. Là. Puis ça m'a servi aussi dans ma vie professionnelle aussi. C'est là que j'ai appris que au travail, je paye du monde, puis j'ai du monde de confiance qui peuvent... Fait que délègue un peu, là. Délègue. Fait que je prends plus le temps de me reposer puis de puncher dans les moments opportuns où ce que c'est nécessaire. Puis sinon, après ça, ben, prends le temps de déléguer, te reposer, fais tes affaires. Essaye pas de tout vouloir ramasser puis de vouloir contrôler. Fait que ça m'a aidé beaucoup, justement. Le repos. Ouais. Puis je m'en suis aperçu que je suis moins agressif, moins bête, moins si. Oui, je suis toujours dans mon monde pareil, là. Mais quand je suis reposé, finir une saison de course, puis que ta dernière course est aussi forte que la première, ben c'est ça que j'ai appris. Mais j'ai toujours fini un peu en mouton. Mais là, quand j'ai connu Sylvain, j'ai appris que toutes mes courses étaient à 100%. Du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Et par la suite des championnats du monde, la Fédération québécoise des sports cyclistes t'a demandé de t'occuper de l'équipe du Québec par ton expérience, par justement ton bagage. Aujourd'hui, tu es l'entraîneur-chef de l'équipe du Québec, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va faire ma 4e année. Mais moi, je m'occupe de l'équipe du Québec, je vous dirais, depuis 2011, là, mais j'étais plus en plein. Là. OK. Beaucoup de comme on dit, je suis une personne avec beaucoup de caractère, puis je sais où ce que je m'en vais, puis je sais ce que je veux. Fait que des fois, ça fait peur aux gens. Fait que ils m'ont jamais donné le titre. Ils ont toujours été chercher du monde ailleurs parce que mes idées puis ma façon. C'est ça. Parce qu'on dérange. Fait que, mais là, la personne en haut a changé. Fait que là, elle m'a approché, dirait Danny, il y a un poste qui se trouve, ça serait le fun si tu viendrais passer l'entrevue. Au bout de la ligne, ça a passé que l'entrevue, c'est pas moi qui a passé, je lui faisais passer une entrevue.
Ouais. Mais c'est ça, depuis 4 ans, c'est ça, je suis entraîneur-chef d'équipe du Québec en BMX. Là. Quand tu travailles avec tes athlètes, comment tu le parles, toi qui as été un champion, puis qui est encore un champion, puis tant qu'à moi, ton championnat du monde, tu sais quand est-ce que tu l'as fait, hein? Tu l'as fait bien avant 2017. Qu'est-ce que tu transmets comme préparation? Tu sais, quand c'est le temps de préparer ton monde, c'est quoi tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur partages comme message quand ils sont en mode préparation? Mais tu sais, moi, ma préparation avec mes athlètes, là, c'est pas juste le BMX, hein, c'est la vie de tous les jours. Souvent, j'ai des discussions avec eux autres sur la vie. Comme je le dis souvent, j'ai eu votre âge avant d'avoir mon âge. Là. Pas pour vous penser, je suis venu au monde à 52 ans. Là. J'ai eu votre âge. Fait que ce que vous vivez, je l'ai vécu, puis je sais fait que je parle beaucoup de la vie de tous les jours, le travail accompli, les efforts qu'il faut mettre, les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir atteindre ce que vous voulez atteindre. T'sais. Puis c'est pas juste ça, c'est que ça va vous servir dans la vie de tous les jours. Fait que moi, ma préparation, c'est juste de savoir c'est quoi votre état d'âme, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous fait peur. Souvent, quand je recommence les saisons, c'est qu'est-ce qui vous fait peur. Tu sais? Puis pour la majorité des athlètes d'aujourd'hui, la majorité de la peur, ben, des fois, c'est même pas le sport, hein, c'est les parents. C'est décevoir leurs parents, décevoir leurs entraîneurs, décevoir leurs amis. C'est le plus grande peur, la majorité du temps, c'est ça. Hein. C'est même pas d'arriver sur la gate et d'avoir de peur de perdre. C'est le peur du jugement, le peur de décevoir. Fait que ça, je suis beaucoup axé là-dessus, puis genre ça, on en parle beaucoup. Tu dis quoi à quelqu'un, justement, qui a cette peur-là? Parce que là, on parle de jeunes athlètes, mais de toute façon, nous autres, les adultes, on n'a jamais peur. Oui, ça, c'est l'orgueil, ça. Ça, c'est comme l'histoire des gars, ça pleure pas, puis hein, c'est juste les filles qui pleurent, là. Les gars, ça pleure pas. Non, au contraire. Tu dis quoi à quelqu'un, justement? Tu dis quoi à quelqu'un? Dans mon cellulaire, moi, j'ai souvent des phrases que je dis et puis que je donne à mes athlètes. Je ne peux pas vous en nommer une tonne, là, parce que là, des fois, mais je me réfère souvent à ça, puis je me réfère aussi à d'autres athlètes, là. Mais les peurs, je dis les peurs, il faut tu as peur de quoi, là? Puis moi, je le parle comme je parlerais à mes gars, là. Que ce soit un gars ou une fille, là, je n'ai pas de gnagnan, puis non, moi, je le parle comme je parlerais à mes gars, puis tu sais, ça, je pense qu'ils apprécient ça parce qu'ils ne se sentent pas, que tu aies 12 ans ou 20 ans ou 16 ans, ils ne se sentent pas infantilisés. Ouais. Fait que je les mets au même point qu'un adulte, puis ça, je pense que ça fait qu'ils deviennent plus matures. Puis aussi, ils ont plus le goût de me partager. Fait que les peurs, je lui dis de les dire. Il faut les dire. Si tu ne le dis pas à moi, dis-le à tes parents, dis-le à tes amis, à ta blonde. Mais il faut que tu réussisses à les sortir si tu veux les régler. À partir du moment où tu l'avoues et tu le dis, tu as 50 % de ton problème qui est réglé. Après ça, il suffit juste de continuer à pouvoir alimenter, à en parler. Tout le monde a peur. Là. Puis si je lui dis souvent, moi, je dis, un athlète qui n'a pas peur, c'est un athlète qui est dangereux. Parce que premièrement, en BMX, pour ceux qui ne connaissent pas, le sport, nous autres, il y a des sections pro, il y a des méga sauts, on roule à 40, 50, 60 km/h. Fait que, moi, toutes les fois que mes athlètes ils sortent, puis ils coursent, puis ils pratiquent, ils jouent un peu avec leur vie. Fait que ça, j'ai dit, la peur, c'est ce qui vous tient en vie. Fait que l'hésitation vous tue sur un saut, mais la peur vous tient en vie parce que c'est ce qui fait que tu ne feras pas de conneries. Moi, je les appelle les crostilotlums. Les crostilotlums, ça, c'est des gens qui, justement, ils disent qu'ils n'ont pas peur puis que normalement, ils finissent même pas la saison parce qu'ils se cassent, ils se plantent puis ils se blessent. Puis bien des fois, ils se blessent pour longtemps. Là. Fait que avoir peur, c'est normal. Même si c'est un mode de survie, avoir peur. Un alpiniste qui n'a pas peur est mort. Fait que, un cycliste qui n'a pas peur est mort. Fait que, un pilote, hein? N'importe quoi dans la vie.
Même au travail, la peur, c'est ce qui te tient alerte de justement de ne pas avoir d'accident. Tu sais. Fait que ce soit au volant ou au travail. Là. Fait que, Es-tu rendu avec un chien? J'ai-tu vu passer un chien? ouais, Rusty. Hey, hey! Okay. Ça, Hey! c'est Rusty, notre. Là, tu es en train de l'intimider. Regarde, il est gêné, là, il essaie de se cacher. Ouais. Hey, Danny, écoute, on vient de passer une belle heure, puis je t'avais dit que je voulais pas trop ambitionner sur ton temps. Est-ce que tu serais confortable si des fois il y a des gens dans l'assistance qui auraient des questions pour toi? Oh, pas de problème avec ça. Là. OK, donc... Ouais.